Bonjour Bruno. Bonjour Louis. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Ah, ça me fait plaisir de vous voir là. On voit le forestier en action là. Ah oui, je voudrais avoir même plus de temps pour le faire. Eh bien oui, vous m'aviez dit que vous étiez forestier de profession et là je vous vois en pleine action parce que là c'est votre propriété que vous entretenez là. Vous l'entretenez fort bien d'ailleurs. Alors comment s'appelle cette machine là qui est derrière cette broyeuse? Alors ça s'appelle un rototondeur. Ça me sert à entretenir la propriété d'abord en termes de prairies, mais ça peut également aller en forêt, pas sur des gros bois, mais sur des bois moyens pour entretenir ici. Ça suffit, ça s'appelle un rototondeur et ça broie. Et ça marche très bien. Et en tout cas, c'est hyper sécurisé parce qu'il n'y a pas de projection. Il faut faire très attention. Oui. Vous savez, tout ce qui est matériel agricole ou forestier, il faut être excessivement prudent. Et donc, ce qui me manque, moi, c'est le temps. Parce que j'ai plaisir à être en forêt et le matin de bonne heure et entretenir et voir la propriété, voir les bois pousser, voir, avoir cet espace-là, c'est aujourd'hui un privilège. Et on m'a dit aussi que vous vous intéressiez beaucoup aux mécaniques anciennes agricoles. Hein. Oui, d'abord parce que quand on fait de la mécanique, on a toujours plaisir. Et puis j'y suis tombé tout petit et j'ai trouvé intéressant de restaurer le matériel que nous avions. Et puis on est allé un peu au-delà et on est allé dans du matériel agricole ancien comme les batteuses, comme les premières moissonneuses boiteuses. Et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs fait cette fête à la ruralité pour le quartier Vigneault au début, et qui, lorsque j'ai été élu maire, on l'a amené dans la place du village, au Par-le-Coq, et c'est comme ça qu'est née la fête de la ruralité. Et oui, alors donc nous sommes dans le quartier de Vigneault, à Biganos, et on est avec le maire de Biganos, Bruno Lafont. Alors, est-ce que vous pourriez nous montrer quelques petites choses anciennes au niveau du patrimoine agricole local? Mais avec plaisir, je vais vous montrer la première faucheuse de mon grand-père. Alors nous vous suivons, Bruno. Ah ben je connais, bien sûr. Ça c'était la première. Elle est d'ailleurs dans le livre de Jean-Marie Calais. Oui. On voit mon grand-père dessus avec le cheval. Et c'est la première faucheuse de la famille Lafont. Je suis en train d'essayer de me demander comment on pouvait atteler cette faucheuse. L'attelage est cassé à l'avant. Oui. Mais il y avait un brancard. Il y avait un brancard. Et ici, on m'a volé le siège, mais bon, on le restaura. Et la coupe faisait 1,10 m. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la dimension des prés et tout. Après, nous avons un semoir. Tout ça, c'est du matériel que nous avons récupéré et que nous amenons pour la fête de la ruralité. Pour montrer comment les paysages que nous avons aujourd'hui ont été conçus et entretenus par nos anciens. Et là, il y avait la caisse à outils. Et il y avait la caisse à outils. Ils avaient la caisse à outils. Deux, trois clés pour se dépanner, pour régler la barre de coupe, puisque c'est une barre de coupe, oui. Alors ça, ce sont des barriques. Alors ça, c'est des barriques de résine. Alors, exactement, ça, c'était les produits finis, ça. La barrique de résine, elle est là. Il y a les barriques de vin aussi. Ah oui, mais la vraie barrique de résine est tout bout. Oui, voilà, on va la voir. Ça, c'était pour mettre la térébenthine ou des produits déjà distillés. Ça, c'était la botteleuse. Oui, la botteleuse pour le foin, oui. Qui était celle de mon père, derrière laquelle j'ai couru toute ma jeunesse. Parce que moi, mes copains partaient à Bordeaux-Bristol, mais moi, je faisais Bordeaux-Vigneault. Hein. Moi, j'étais à Vigneault et je ramassais le foin derrière la... Voilà, vous faisiez, vous donnez un coup de main là, pendant les vacances pour les travaux agricoles. La vraie barrique de résine, la voilà. Oui, absolument. Alors, elle se tenait au sol, et là, on mettait la résine qu'on allait porter à l'usine de distillerie avec mon père à Arès. Bon, parce qu'on a ici, ça a été une ferme de polyculture, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois de l'agriculture, mais également l'influence de la forêt faisait qu'à l'époque, il y avait la résine. Et à l'époque, on a arrêté dans les années 70, pour deux raisons. La première, c'est parce que la valeur de la résine ne valait plus grand-chose. L'usine, après, a arrêté, à Arès. Mais surtout, c'est que les produits pétroliers ont supplanté les produits à base de résine de pin. Et aujourd'hui, on y revient un peu, mais ça revient parce qu'il y a des besoins dans la chimie fine pour la résine. Donc, il y a de nouvelles techniques qui sont en train de... Mais à l'époque, une barrique de résine valait 2 barriques de vin. C'est pour vous montrer la valeur de la résine dans les années 50, dans les années 60. La richesse de cette région s'est faite avec la résine.
Et là, sous cette bâche, Alors je là, crois percevoir voilà, vous un allez tracteur commencer à voir les... de Alors, collection. Est-ce que c'est un tracteur fabriqué aux États-Unis, ça? Oui, c'est un tracteur qui vient des États-Unis, qui a été fabriqué par International Harvester, qui était McCormick, qui est devenu McCormick. Alors c'est une histoire, c'est le H, et ça s'appelle un Farmall, parce que c'est l'abréviation de Farmer et Marshall, le plan Marshall, et c'est des tracteurs qui ont été fabriqués pour la reconstruction de l'Europe, pour l'agriculture européenne et principalement pour la France. Vous voyez, on est en plein milieu de l'histoire de à fait. France ici, voire de l'histoire mondiale. Et ces tracteurs ont été récupérés et on s'en est servi en forêt, ce qui était excessivement dangereux parce qu'ils n'avaient aucune stabilité. Et certains agriculteurs ou forestiers se sont tués parce qu'ils se sont renversés. Parce qu'au départ, c'était des tracteurs faits pour le maïs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a ces roues qui sont étroites, puisqu'il circulait dans l'intervalle de la semence du maïs. Oui. Et quand il arrivait au bout, il a une chance extraordinaire, ce tracteur, qui tourne à 360 degrés. Et donc, il tourne sur lui-même et il repartait à travers. Et donc, ils les ont utilisés pour d'autres utilisations qui n'étaient pas les meilleures. Et ça, c'est l'histoire du Farmall, McCormick, Farmer, Marshall, l'abréviation. Et c'est un tracteur qui est muni d'une poulie. Moi, je l'ignorais complètement. Avec lequel on a commencé à faire tourner la batteuse, qu'on verra tout à l'heure. Mais il n'était pas assez puissant pour la faire tourner, et donc on a acheté un tracteur. Alors celui-ci, c'est un Ferguson, on appelle ça un petit gris, d'abord parce que c'est sa couleur d'origine, c'est excessivement solide, c'est polyvalent, et ça envahit les terres agricoles françaises, et on l'a récupéré parce que c'est un symbole de l'agriculture française. Il a été entièrement restauré, c'était un voisin qu'il avait à côté, qui est décédé maintenant, qui faisait partie de l'association, et son épouse, très gentiment, nous en a... Oui, parce que je vois, regardez ce pot d'échappement qui a été entièrement refait. Il a été refait. Et donc, vous bricolez aussi. Alors, moi, je bricole un peu avec eux de temps en temps, mais nous avons ici une association, les mécanos et boulangers de Vigneault, qui entretiennent ce matériel et qui font vivre cette fête de la ruralité le premier week-end d'août tous les ans. Dans ce hangar, il y a encore plein de merveilles. Alors, une batteuse et le tracteur qui fait tourner la batteuse, un tracteur très puissant, et le tout de fabrication française. Voilà, tout est fabrication française, Vierzon, et d'ailleurs, la Société française. Oui, absolument. Donc, on a commencé par la batteuse, qui tournait donc avec le petit tracteur que je vous ai montré, le fameux Farmall, de McCormick, mais qui n'était pas assez puissant. Et donc, on a récupéré une société française qui, lui, est adaptée pour la batteuse, qui a été entièrement restaurée et qui n'a pas de démarreur. C'est-à-dire qu'on le chauffe, on appelle ça la boule chaude. Oui. C'est-à-dire qu'on a un brûleur qui vient chauffer les vapeurs du fuel et on le lance sur le côté par un système mécanique. Et il faut être assez costaud d'ailleurs. Et par contre, on le lance une fois, il tourne toute la journée. Oui, et là, c'est un monocylindre. Le cylindre est en travers. Avec un bruit très caractéristique, je m'en souviens, oui, absolument. Voilà, et alors, pour faire marcher tout ça, il fallait quand même une bonne dizaine, voire une quinzaine de personnes. Hein. Et avec, pour s'occuper du grain, de la paille, des gerbes. De ce que l'on fait rentrer, de ce qui sort, de l'entretien. Donc ça, vous le verrez à la fête de la ruralité, c'est tout l'intérêt. Et l'ensemble passait de ferme en ferme. Voilà. Et bien sûr, ça donnait l'occasion de faire la batteuse avec tous les voisins et aussi de faire un grand repas. Vous vous en souvenez de ces repas de batteuse? La bataille. La bataille. Et moi, j'ai un souvenir de celle qui venait de Sanguinet. Elle arrivait de Sanguinet pour battre ici, sur la ferme. Et tous les voisins venaient avec leurs remorques porter le blé. Et le blé était battu et chacun repartait après avec ses sacs de blé dans les fermes respectives. Bon, là, on a réussi à récupérer cette machine pour montrer Elle est en bon état, oui, qu'on a entièrement restauré. Et avec le tracteur, ça ferme l'ensemble. Et pour porter... Et la C4 La C4, c'est lorsqu'après, on a commencé à avoir un peu de matériel à transporter.
Eh bien la C4... On voit qu'il y a quelques mécanos qui sont venus. Ah oui, là, il a fallu la remettre voilà, parce qu'il y a route. des pièces récentes et entièrement restaurées. Et oui, parce qu'elle était en 6 volts, il a fallu la passer en 12 volts. Et alors ça a une histoire aussi, puisque ce sont des véhicules qui étaient des véhicules classiques, qui ont été coupés ou transformés, parce qu'à l'époque de la guerre, ils payaient le fuel moins cher. Et donc ils ont transformé les véhicules classiques. Et si on sera référé aujourd'hui aux conditions que nous avons d'augmentation de fuel, c'est comme si on vous disait, vous allez payer l'essence ou le fuel moitié prix si c'est un véhicule utilitaire. Alors tous les gens ont transformé les véhicules en véhicules utilitaires et nous, ça nous sert à transporter le matériel qui a besoin nécessaire, le cric, parce que la batteuse ne tourne pas sur ses roues. Oui, bien sûr. Elle est calée. Il faut la caler. Il faut la caler. Caler aussi le tracteur aussi. On cale aussi le tracteur et on aligne tout l'ensemble. Ça, et derrière, il faut mettre une presse, si on veut presser la paille. Qu'on aperçoit là-bas, on a la presse que l'on met derrière. Aujourd'hui, on le fait avec une autre presse, mais c'était la presse d'origine. Bon, pour les téléspectateurs, bien sûr, maintenant, ce sont les moissonneuses-batteuses qui ont remplacé cet ensemble. Alors, on en a une petite, nous, qui sera également exposée, où on montre aux enfants la transformation, puisqu'au départ, ils ont un appareil que nous avons, nous, qui s'appelle la moissonneuse, lieuse, puisqu'on coupe le blé, on le met en gerbe, on le passe après dans la batteuse, et les premières machines ont été inventées dans les années 50, où on a eu les premières moissonneuses batteuses, et nous en avons une qui s'appelle une phare, c'est une allemande, qui a une coupe de 2 mètres. Oui. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui les grandes moissonneuses batteuses avec les rampes. Où on a vu le siège qui se trouvait à côté du moteur. Voilà. Oui. Il devait avoir chaud, l'opérateur. Les conditions du travail n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Oui, absolument. Alors Bruno, aucun doute, vous êtes un homme de patrimoine. Alors justement, je regardais, là on est dans votre maison de famille, et là, vous savez, sur le bassin d'Arcachon, il n'y a pas de pierre. Enfin, il n'y a pas de pierre, si, il y en a quand même une pierre qui est très particulière, c'est la garluche. C'est exactement cela. C'est un vrai mur en garluche qui a été restauré en 2005, quand on a restauré cette maison, qui était la première maison des Lafont à Vigneault. Et alors il y en avait une, d'après mon père, avant, et qui était un peu plus loin, puisque le seul vestige que nous avons, c'est le figuier qui était devant la porte, et le figuier existe toujours. Mais cette maison était la maison des Lafont. Et donc, on a fait cette originalité, puisque on voit cette trappe qui, en fin de compte, était ici, là où nous sommes, pardon, nous avions le four. Oui. Et derrière la cheminée. C'est pour ça que j'ai appelé la maison la fournière. Mais on accédait au four par derrière. On accédait au four par derrière. Ici, c'était fermé. Là, ici, c'était fermé. Mais je n'ai malheureusement pas pu conserver le. Oui, il y avait la voûte du four. Ici, vous aviez la voûte du four. Vous aviez la voûte du four. Et donc, elle a été restaurée. Et on voit bien qu'à l'époque, il n'y avait pas les grands magasins de matériaux, puisqu'on réutilisait les matériaux qu'il y avait sur place. Bien sûr. C'est ce qui nous apprend aujourd'hui à réutiliser les matériaux et ne pas aller chercher des fois très loin ce qu'on a des fois sous nos pieds. Et ici, il n'y avait pas grand-chose. Or, ils avaient la garluche, la pierre de fer, que les Allemands, on voit dans certaines pierres, on voit les veines de fer que les Allemands avaient voulu pendant la guerre essayer d'extraire. Ça ne s'est pas bien passé du tout, mais ils ont essayé d'extraire le fer de la pierre de fer, puisque son nom aussi, c'est pierre de fer. Ah, mais tout le long de la Leyre, là, vous aviez des fonderies, hein. Il y avait des hauts fourneaux, effectivement. Et donc, mais bien sûr, après, avec les mines de fer de Lorraine, tout ça, le chemin de fer, tout ça, c'est. Mais c'était des maisons qui étaient construites donc en garluche, avec le bois d'ici, donc le bois de pin. Et c'était des maisons traditionnelles. Du bois souvent de réemploi. On réutilisait le bois qui est d'une maison qui avait été abandonnée pour reconstruire une nouvelle Exactement. maison. Les granges étaient marquées avec les dates. Et bien souvent, il faut se méfier parce que ce ne sont pas les dates de construction, ce sont les dates de reconstruction. Et le bois était plus ancien. Et puis, une autre richesse également de cette ex-vallée de la Leyre ici, là, puisqu'il y a ces sédiments argileux qui avaient été abandonnés par l'ancien cours de Leyre du temps où elle se jetait du côté du Grand Crau. Et ici, ça donnait lieu à une industrie très florissante. C'était la briqueterie et la tuilerie.
Voilà, c'est d'ailleurs pour cela, nous avons une propriété qui s'appelle les Tuileries, qui est en face de la déchetterie actuelle aujourd'hui à Biganos, et où mes grands-parents et arrière-grands-parents exploitaient les veines d'argile, et ils étaient commerçants, et ils transportaient la brique de Biganos. Alors il y en avait aussi sur d'autres communes, mais à Biganos, il y avait presque une quinzaine de briqueteries et tuileries, et ils ont commencé par la brique très fine, et puis la brique plus traditionnelle. Là, c'est une grosse brique de puits que nous avons mis ici pour l'expliquer. C'est mon fils qui avait voulu faire cette décoration, et c'était un marché très florissant. Et vous avez aussi d'autres à l'intérieur, on le verra. D'autres types de briquettes de Biganos ou peut-être de Mios, mais enfin, ici, ça devait être Ici, c'était de famille. C'était de famille, puisque c'est l'ancien poulailler que j'ai démonté, où j'ai réutilisé la brique. Ah oui, d'accord. Alors, on est rentré et là, nous voyons cette magnifique cheminée en briquettes de Biganos. Alors, c'est le seul vestige avec le mur qui a été conservé. Lorsque nous avons refait la maison, enfin, cette pièce, cette fournière en maison d'habitation, nous avons gardé la cheminée que nous avons entièrement restaurée, ainsi que le mur qu'on a rehaussé un peu, parce que la maison a été obligée d'être rehaussée. Alors il y a des petits éléments, mais il y a aussi des très gros éléments là, de garluche. Et là, dans la constitution de la cheminée, on s'aperçoit qu'il y a toutes les épaisseurs de briques. Et la plus vieille brique, c'est celle-ci, qui est très fine. C'est le fameux poulailler que j'ai démonté au garage, où là on voit la brique très très fine. Et puis la brique s'épaissit après, et c'est celle qu'on connaît plus sur le bassin d'Arcachon avec la ville d'Hiver. Oui, on en a à Arcachon, bien sûr. Où on a ces briques-là ont servi à la construction. Alors on les reconnaît tout de suite parce qu'elles manquent d'homogénéité. Voilà. C'est pas tout à fait la même couleur d'une brique à l'autre. Ce mur qui a été refait est fait vraiment avec la brique que l'on voit à Arcachon. Comme on voit à Arcachon. Alors les couleurs ne sont pas identiques. Hein. Ça, c'est l'avantage de cette brique. Et donc le mur, lui, avait été fait avec les deux. Voilà. En tout cas, vous avez eu bien du mérite de reconstituer tout ça. Il y a de l'original, mais il y a aussi on le voit, de la restauration. Et... On voulait garder à la fois la restauration, mais on voulait montrer l'esprit. Et tout le bois qui est utilisé dans cette maison est du bois de la tempête de 99, que nous avons fait scier par une scierie mobile, puisque nous avions du bois qui était tombé par cette tempête, qui a détruit une grande partie de notre propriété. Et donc nous avions voulu garder ce bois que nous avons fait sécher, et que nous avons... Alors c'est tombé, puisque c'est du bois qui est tombé presque à la bonne nulle, puisque c'était une tempête qui avait eu lieu en fin décembre, la tempête Martin, pardon. On en garde tous un souvenir, très mauvais souvenir, pas particulièrement bon. Non, très désagréable. Et donc nous avons pu faire scier des grandes longueurs, et nous avons réutilisé tout le bois. Et l'entrée, je l'ai fait avec de l'acacia, les entourages de fenêtres avec du chêne, pour montrer qu'on peut, dans cette région, construire des maisons avec du bois local. Alors Bruno, eh bien, tout à l'heure nous avons parlé ensemble de la fête de la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand elle va avoir lieu? Parce que sûrement qu'on va y voir de belles choses. Mais écoutez, cette année, on va pouvoir reprendre la tradition de 2 jours, oui. Les 6 et 7 août prochains, puisque c'est toujours le premier week-end d'août. Et donc nous aurons les animations traditionnelles avec la scierie mobile qui va se déplacer et qui sera présente, bien sûr tout notre matériel, les commerçants qui vont venir présenter leurs produits, en principe toujours plus originaux les uns que les autres, un marché de producteurs avec des producteurs que nous avons sélectionnés nous, toujours en collaboration avec certes les producteurs aquitains, mais qui font de la vente directe. Et donc comme ça, les gens peuvent se restaurer le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche soir. Puisque ça il paraît même qu'on va manger des tricandilles. Alors bien sûr, les fameuses tripes du matin, les tricandilles, le samedi matin pour l'ouverture, qui est une tradition où nous invitons les personnalités, les élus du bassin, et certains sont très friands de ces tricandilles. Mais il faut peut-être expliquer d'où ça vient les tricandilles, parce qu'on en parle, mais d'où ça vient physiquement? Au départ, ce sont des abats de cochons, hein, et que l'on faisait après la tuerie de cochons. Mais c'est surtout que comme il commençait très tôt le matin pour le battage du blé, sur le coup de 8h30, 9h, il y avait un creux. Et donc là,
les hommes et les femmes mangeaient ces fameuses tricandilles qui avaient été confectionnées auparavant et qui venaient des cochons que l'on avait élevés. Parce que nous, ici, on vivait, je dirais, en autonomie complète dans ces fermes. Moi, je me rappelle mon père être allé pour la première fois, lorsque le grand magasin Carrefour de Mérignac s'est installé dans les années 70, être allé acheter tout ce qu'il ne fallait pas, et ma grand-mère de lui dire, sa propre mère, qui est morte à 95 ans en 1990, et qui lui dit « Mon pauvre drôle, tu n'as ramené que des choses inutiles. » Et parce qu'ici, nous n'achetions que le poisson et la viande rouge, mais tout le reste, nous étions en autonomie bien complète. Sûr. Et le cochon... Et donc voilà, donc les tripes étaient constituées et préparées pour faire cette fameuse fête. C'est donc éminemment patrimonial. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir, Bruno. D'autres manifestations à venir? Alors nous avons les fêtes de Biganos qui ont lieu le week-end du 22, 23 et 24 juillet, qui sont les fêtes traditionnelles de la ville. Avant, il y aura le 14 juillet que nous célébrons, nous, le 13 juillet au soir, avec un feu d'artifice qui est tiré le 14 juillet. Il y en aura également un pour les fêtes de Biganos et également un le dernier soir de la fête de la ruralité dimanche soir avec un feu d'artifice. Bref, nous recommençons les fêtes traditionnelles. Voilà, oui. Avant, nous avons Aran-Cabane, qui est une manifestation. Nous ouvrons les cabanes du port de Biganos aux artistes et qui sera le début juillet, le 10 juillet. Bref, suivre sur les actualités de la ville, sur le Facebook ou sur le site de la ville, les manifestations. Bon, si je comprends bien, pendant cet été, on va s'amuser, on va se cultiver, on va se distraire, et nous espérons qu'il ne fera pas aussi chaud qu'aujourd'hui, parce qu'ici, bien sûr, on est dans un bâtiment traditionnel, et donc il y fait frais, oui. Mais quand on va sortir tout à l'heure... Oui, alors ces maisons ont été constituées, on l'a bien vu, elles sont isolées, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Alors on me dit souvent, il fait sombre chez toi, surtout les jeunes me disent ça. Mais si vous voulez, les anciens étaient très malins parce qu'ils ouvraient le matin à la fraîcheur, à la fraîche, et ils fermaient pour que et après on restait terminé, on était à l'intérieur. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ceci. Moi je suis assez modeste, j'aime pas ouvrir quand même, mais c'était intéressant de montrer le patrimoine de notre commune. Et ce que j'explique souvent, c'est que si aujourd'hui les gens apprécient ce bassin d'Arcachon, c'est parce que des hommes et des femmes l'ont construit, l'ont fabriqué de leurs propres mains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut conserver cet équilibre. Moi, c'est ce que je dis souvent dans ma ville, parce que moi, je suis arrivé élu par la forêt. Hein. Je n'étais pas destiné à faire de la politique locale. Mais j'ai gardé ce slogan qui est encore d'actualité, c'est que nous avons à Biganos la force d'une ville qui va se renforcer en tant que ville, une vraie centralité avec des immeubles qui vont monter en hauteur. Il y a un grand projet, on en a déjà parlé. Voilà, mais qui va se faire avec des matériaux traditionnels, c'est ce qu'on a voulu. Mais il y a quand même cet esprit de village qui reste. Et c'est ce qu'on conserve avec le port des Tuiles, le port de Biganos, les fêtes rurales, toutes ces fêtes, ça c'est l'esprit. Mais la ville en elle-même, quoi que l'on fasse, moi si mes grands-parents ou arrière-grands-parents revenaient, ils seraient sûrement affolés de la dimension qu'a pris cette ville. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. S'ils avaient été égoïstes comme certains le sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils veulent venir dans notre beau territoire du bassin d'Arcachon, mais ils ne veulent plus que d'autres y viennent. Ben, je crois que nous serions dans notre ferme, à 4 ou 5 fermes à Vigneault et sans autres voisins. Bon, nous vous remercions beaucoup pour votre accueil et votre gentillesse, Bruno, et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt sur les fêtes et puis ailleurs. Merci. Ma ville, plus qu'un groupe, une communauté.